Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On continue dans cette série sur les stratégies en suivi de tendance. Et donc comme on a posé toutes les bases, en tout cas les structures qui permettent, enfin on va dire les contextes qui permettent de structurer notre tendance, avant de passer dans la suite et fin des contextes de tendance, et donc tout ce qu'on va voir ensuite, c'est-à-dire toutes les petites stratégies intermédiaires qu'on va pouvoir utiliser pour mettre à profit et maximiser le rendement dans la phase de tendance. Comme je vous le rappelle, donc la phase de tendance se produit entre le moment où on a le breakout et jusqu'au moment où on a le pullback. Et après, évidemment, on arrête d'exploiter ces stratégies qu'on verra donc juste après. Avant d'entamer cette partie-là, je voudrais intercaler une petite émission qui durera, j'espère, normalement un peu moins des 30 minutes habituelles. Mais il y a quand même beaucoup de contenu dedans et c'est très important que vous le connaissiez. Tout simplement parce que donc maintenant qu'on a les différentes briques qui permettent de construire la maison de la tendance, je vais encore une fois vous apprendre quelques règles qui, dans certains cas de figure, vont altérer ces structures-là. Je vous ai appris l'ordre le plus théorique, donc la structure, on va dire, de constitution d'un range, puis d'une phase d'accumulation qui précède un breakout, puis une phase de divergence visible ou non selon certains marchés, à laquelle suit normalement une phase de pullback, marquant la fin de la phase de tendance, mais pas la fin du mouvement, puisque survient normalement en général une dernière poussée qui déborde le sommet précédent et qui constitue donc un excès final. Ça, c'est la structure donc la plus théorique, la plus courante dans les marchés financiers. Par contre, il n'y a pas que cette structure, et on va le voir aujourd'hui, selon certains facteurs, on va avoir des altérations de cette structure théorique, qui encore une fois n'est qu'une structure théorique, elle n'explique pas la globalité des marchés financiers. Mais voilà, disons qu'il y a des cas particuliers qui sont assez fréquents, suffisamment fréquents pour qu'on en parle, et donc de ces structures d'altération de la tendance. C'est-à-dire, on va voir qu'elles peuvent se produire, ces tendances, dans un ordre différent de celui dont on a discuté précédemment, celui qui est dans le PDF, bref, celui que vous devez maîtriser parce que c'est de loin la structure la plus probable, mais il y en a d'autres. Ok ? Donc on va en parler aujourd'hui, et vous verrez que c'est simplement organiser les différentes briques que vous avez apprises déjà à ce stade-là, et pour comprendre que parfois, selon certaines conditions, et on va définir ces conditions précisément, eh bien, votre marché va altérer sa structure de tendance. Ok ? Voilà. Comme d'hab, on va se servir d'un support PowerPoint, et c'est parti, on y va tout de suite. Ok, alors laissez-moi l'attraper de mon côté également. Voilà, donc on part toujours du même constat. Ici, comme d'habitude, ces petites boîtes que vous devez apprendre absolument par cœur, puisque ce qu'on va voir après, ce sont des stratégies qui rajoutent de la gestion du risque au sein d'une tendance. Mais si j'ai commencé par vous parler d'abord donc de l'accumulation du pullback et du breakout, et même si on a abordé plus que de façon intermédiaire la partie divergence et excès final, normalement vous devez être capable de quand même reconnaître ces patterns-là, pas de les trader en temps réel bien entendu, mais de les visualiser sur un graphique historique. Donc vous avez en fait tous les éléments, toutes les briques pour constituer la maison, mais bien de comprendre que en gros, selon le pays, la maison ne va pas se fabriquer dans le même ordre. Ou en tout cas, pas tout à fait. Ça reste des structures de tendance, et je vous le rappelle, le but d'une tendance, c'est donc de constituer d'un range zone A à un range zone B, un mouvement tendanciel qui déplace les prix donc du point A au point B. Et comme on l'a dit, la structure la plus théorique, c'est donc celle qui constitue un range mature, une troisième borne, puis va constituer une accumulation, un breakout, déplaçant donc nos prix du point A au point B. Et alors qu'on se rapproche du point B, vont commencer à arriver des phases de divergence, de pullback et d'excès final. Ok, jusque-là, normalement, je ne vous apprends rien, on n'est que sur des rappels de structures existantes. Le truc, c'est que, comme il y a plusieurs time frames, plusieurs structures et plusieurs types de marchés, dus à soit leur liquidité ou leurs aspects spéculatifs, malgré le fait que cette structure soit la structure théoriquement la plus probable à se produire dans les différents marchés financiers, c'est pas la seule. Voilà. Donc on va partir de ce constat, et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va développer ça. Alors la terminologie que j'utilise est directement extraite du langage héliotiste, tout simplement parce que de toute la culture héliotiste, je trouve que c'est clairement ce qui en a le plus de valeur. Et donc plutôt que de rechanger la terminologie, rendons à César ce qui est à César, je garde donc la même terminologie que celle qui est utilisée dans la théorie héliotiste des vagues étendues. Et donc je vous parlerai ici, donc dans ce schéma classique qu'on connaît et que je vous apprends qui est donc le plus courant, on appellera celui-ci la vague 3 étendue dans le simple schéma où on comptera à partir du point bas une première vague, une deuxième vague, la troisième vague dans le sens de la tendance qui est donc étendue, celle où se met en place le breakout, suit une vague 4 qu'on considère nous comme l'appeler le pullback, et une dernière vague, vague 5 héliotiste, qui est l'équivalent de notre excès final. Ok ? Donc, pour la terminologie des vagues étendues, on va utiliser ça. Le schéma vague 3 étendue étant donc celui qui est dans le PDF, celui que vous connaissez, bref, le plus courant. Et donc, ce ne sera pas le seul. Si vous connaissez un petit peu la théorie héliotiste, il y a donc d'autres schémas, la vague 1 étendue et la vague 5. En fait, on peut étendre chacune des vagues, la 3 étant la plus probable.
Et donc, il y a une forme ici qui est très peu expliquée évidemment dans la théorie héliotiste et je trouve ça un peu dommage. Donc je vais essayer de vous formaliser tout ça pour que vous compreniez pourquoi, encore une fois, certaines vagues peuvent être étendues plus que d'autres et encore une fois à quel type de marché tout ça correspond. Parce que, en fait, ce sont dus à des variantes et encore une fois, il y a une explication logique à l'altération de la structure. Normalement, un marché qui est relativement liquide et dont la spéculation est mêlée à des utilisations réelles, encore une fois, normalement, un marché, il est à la fois spéculatif et fondamental, il évolue en fonction de l'économie réelle ou de la macroéconomie de l'actif, de la microéconomie, pardon, et effectivement, on a aussi cet aspect spéculatif et anticipation des opérateurs de marché qui crée et qui force des oscillations et des anticipations. OK ? Et donc, en fait, quand on fait varier ces deux facteurs prédominants, la liquidité de l'actif ou l'aspect spéculatif, quand on a des dérégulations suffisamment fortes, c'est-à-dire la liquidité chute tellement fort qu'on va altérer cette structure de prix sous une certaine forme, de même que quand on va avoir un aspect très spéculatif, beaucoup plus spéculatif que fondamental, on va avoir une altération qui va avoir beaucoup de probabilité de ne pas causer une vague 3 étendue, mais plutôt une autre type de vague étendue. On voit tout ça juste après. Mais donc bien comprendre que ce sont des aspects à la fois de la liquidité et de l'aspect spéculatif qui font varier ces probabilités de voir l'une ou l'autre des structures. Et donc certains marchés ayant des aspects beaucoup plus spéculatifs ou moins liquides vont avoir des tendances à altérer leurs différentes structures. Et on verra pourquoi ici. Et surtout comment, parce que c'est ça qui nous intéresse, pas d'expliquer le marché, mais encore une fois de le faire rentrer dans des boîtes qui ne sont pas là pour prédire le futur, mais donner un aspect statistique quand on parie sur ce dernier, puisque c'est bien l'enjeu de la spéculation, de se positionner dans un sens plus que dans l'autre, avec une gestion du risque qui permet d'un point de vue statistique de réduire la perte par rapport au gain potentiel sur un grand nombre d'occurrences de cette structure-là. Donc, nos trois grands schémas tirés de la stratégie héliotiste, je ne vais pas trop passer là-dessus. Donc, si vous ne connaissez pas, normalement, vous n'avez pas besoin, je vais vous faire le résumé intégral de tout ce dont vous avez besoin. Donc, vous n'avez pas besoin d'apprendre la stratégie héliotiste. Si vous connaissez, évidemment, les parallèles ici seront faits beaucoup plus rapidement. Donc bien comprendre ici que la seule chose qui va changer en soi, c'est la façon et l'ordre des choses, mais en gros, que ce soit vague 1 étendue, vague 3 ou vague 5 étendue, à partir du moment où vous avez compris comment fonctionne un schéma de pullback, d'accumulation, de breakout, la divergence à peu près à quoi ça ressemble et l'excès final, en fait, on va juste changer l'ordre d'apparition de ces trucs-là, donc vous verrez, ça c'est vraiment pas si compliqué que ça, mais c'est une petite mécanique qu'il faut quand même avoir à l'esprit pour bien gérer ces stratégies de tendance. C'est parti. Donc la première, celle que vous connaissez, ok, on revient pas là-dessus. Les points cruciaux de cette structure-là sont donc un range qui doit être mature sur l'UT, donc une troisième borne de range, à laquelle survient normalement un petit shifting tendanciel qui doit taper plus facilement vers les contextes résistants sans venir chercher les contextes de support, s'accumulant à l'intérieur du canal de tendance. Voilà, tous ces mots doivent vous être familiers aujourd'hui. Des premiers signaux pré-tendanciels sur les canaux de tendance qui laissent à présumer qu'une accumulation en vue d'un breakout se mette en place. Attention, certains breakouts se produisent sans accumulation, mais en général, ils sont poussés par des facteurs fondamentaux. Survient donc ce breakout, cassure des différents contextes, accélération à travers canal de tendance et canal de contexte, cassure de lignes de tendance, bref, on casse des clusters résistants avec une accélération brutale, les cycles ne sont plus respectés, le marché explose dans un sens, bref, il y a disparition temporaire de la contrepartie. Cette contrepartie commence à revenir alors que les premières prises de profit et sécurisation se mettent en place, on voit donc une phase de divergence en général, mais encore une fois, c'est une structure intermédiaire non conditionnelle, qui peut parfois ne pas du tout se produire. Mais voilà, survient par contre ce qui se produit à chaque fois, un effet donc de rappel, de pullback, retour au support, qui permet donc de marquer un nouveau support après la phase de rupture. Et normalement, de ce nouvel appui constitué dans le sens de la tendance, survient un excès final, qui n'est ni plus ni moins qu'une tentative d'accélération qui manque clairement de momentum, et généralement s'arrête ici pour former un range, avant soit de reprendre la tendance, soit de la renverser. Bref, voilà. Tout ça, normalement, je passe très vite parce que vous connaissez, c'est qu'une redite de ce qu'il y a avant. Si ça vous paraît un peu foufou, il faut vraiment revoir les vidéos d'avant. Je vous rappelle qu'il faut avancer dans un ordre spécifique et pas essayer de courir tête baissée pour bouffer toute l'info trop vite. Donc ça, je la connais, vous la connaissez, c'est la structure de base. Et avant d'aller un peu plus loin, on va parler de ça en bas. Sachez que c'est très important et ça fera partie des règles d'utilisation de nos vagues étendues. Une vague étendue n'existe que s'il y a tendance sur l'UT supérieure. À savoir donc que si vous êtes en train de trader une vague tendancielle à l'intérieur d'un range et que vous n'avez toujours pas débordé ce range sur les UT supérieures,
peu de chances qu'il y ait une vague étendue. Autrement dit, les ranges n'étendent pas les structures de vagues. Par contre, quand il y a tendance sur une unité supérieure et qu'on construit des schémas tendanciels, donc de time frame inférieur à l'intérieur de cette tendance, c'est là qu'on voit généralement les vagues s'étendre. Ok ? Attention donc aux tendances dans les ranges, ça pue et généralement il n'y a pas de vague étendue, donc ne faites pas les marioles là-dedans. Il s'agit bien de structures de tendance multi-time frame qui extrapolent l'extension de ces vagues. Alors, on part sur la première, la vague 1 étendue, donc, qui est une structure différente de la vague 3 étendue que vous connaissiez. Comment elle va se structurer? C'est pas encore une fois excessivement différent, et il y a juste une notion de plus qu'on va intercaler ici par rapport à celle que vous connaissez, donc accumulation, breakout, pullback, excès final, divergence, qui vont s'organiser dans un ordre différent. On va ajouter une notion supplémentaire que vous ne connaissez pas encore, qui est l'overlap. Il faut savoir que donc toutes les structures vague 3, enfin vague 1 étendue ou vague 5 étendue, altèrent la gestion du risque. Elles sont donc plus chiantes à naviguer que la vague 3, chacune pour sa propre raison, et en fait chacune est causée par effectivement une altération soit de l'aspect liquidité du marché, soit de son aspect niveau spéculatif par rapport au fondamental. La vague 1 étendue, c'est plus souvent à cause d'un manque de liquidité, et généralement un marché qui va faire un repli vers le support, et qui très brutalement derrière, boum, va exploser dans le sens de la tendance et va donc très rapidement constituer la plupart de ses gains sur cette première vague-là. Ça, c'est généralement le V-bottom qui vous arrive ici, ça explose là et bam, on repart direct. C'est très très chiant à naviguer et donc c'est souvent dû à un manque de liquidité. On vient chercher le support, tout le monde veut acheter, il n'y a pas beaucoup de choses qui circulent. Bref, beaucoup de demandes, peu de supply, ça repart direct dans le sens précédent. On parle souvent donc ici du V-bottom. C'est hyper chiant à naviguer et tous les traders vous diront qu'un V-bottom c'est chiant pour un spéculateur parce que évidemment c'est quasi impossible à anticiper, pour ne pas dire impossible. Autrement dit, vous allez pouvoir acheter ces structures de vagues étendues et en profiter uniquement si vous avez payé le support qui aura fait ce V-bottom sur les UT supérieures. Autrement dit, si vous avez identifié la poursuite de la tendance sur les time frames supérieurs, vous aurez peut-être acheté la 4e borne de range si vous êtes expérimenté, on verra ce trade bien plus tard, et c'est la seule façon de pouvoir mettre à profit ce V-bottom, parce qu'autrement, comme il n'y a pas de structure de préparation de la tendance, pas d'accumulation, rien du tout, le breakout se met en place de façon généralement peu statistique, autrement dit, vous êtes surpris par l'accélération des prix, c'est typiquement le cas de contexte dans lequel il faut absolument pas vous dire « Ah, ça se passe pas comme prévu, allez bam, je cours après parce que c'est une vague 1 étendue ». La vague 1 étendue, si vous pouvez pas en profiter, dites-vous juste qu'elle est rare et que quand elle vous tombe sur la gueule, c'est pas très grave, il faut accepter ce genre de choses. Ok ? Donc la vague 1 étendue, vous allez souvent, et c'est malheureusement le problème, rater la phase de tendance dessus. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas profiter du reste, puisqu'ici, donc comme il n'y a pas de phase de range qui précède et pas d'accumulation, mais bien, bam, un redémarrage en one shot. Et ben voilà, vous verrez parfois là aussi, et c'est conditionnel, c'est optionnel, la phase de divergence qui se met souvent, alors elle arrive quand même très souvent, suit en place donc un premier pullback, et la différence de cette structure par rapport à celle que vous connaissez, c'est qu'elle met en place derrière l'excès final, tout comme si vous connaissiez, en fait cette partie-là est exactement la même, donc vous prenez ce bloc que vous connaissez, divergence, pullback, excès final, vous retrouverez la même chose sur cette structure. D'accord ? La seule différence qu'elle a par rapport à la précédente, c'est qu'elle n'a pas accumulé avant de breaker, elle a breaké directement. Ce qui fait qu'en général, il lui reste un tout petit bout de tendance à faire. Et en général, ce qu'on n'a pas fait au début, on va le coller à la fin. Et en général, cette structure va causer un double pullback. Alors c'est très chiant parce qu'évidemment, vous allez chercher des reverses ici, quand vous êtes expérimenté, et cette structure, si vous n'arrivez pas à l'identifier, va vous niquer la gueule parce qu'en gros, elle va vous faire 2 excès finaux de suite. Autrement dit, si vous êtes très agressif à la vente ici, vous allez juste vous manger un pullback et vous faire stopper et devoir recommencer une fois de plus. Donc en général, cette structure se termine après 2 excès finaux et forme ce qu'on appelle un wedge, un biseau à la fin. C'est-à-dire que les structures se resserrent et elle est souvent, à quasi 90% des cas, constituée d'un overlap. C'est-à-dire que le support ici se forme au niveau de la résistance précédente. Attention, quand je dis au niveau, c'est pas un truc hyper précis, c'est pas une ligne horizontale sur laquelle vous faites tac, puis tac. Mais bien de comprendre qu'il s'agit d'une zone dans laquelle l'ancienne résistance devient support. Zone, ça veut dire qu'il y a quand même une marge et une forme de tolérance. Mais attention, il ne faut pas que la vague aille complètement enfoncer dedans. Voilà. Donc, qu'il y ait des petites mèches qui passent dans le territoire de cette vague-là, c'est totalement acceptable. Normalement, il faut éviter d'y tenir des clôtures et trucs du genre. Si jamais ça vous paraît trop flou, on travaille souvent ces structures d'overlap et tout ça dans la live room, dans des cas un peu plus pratiques. Donc, si ça vous paraît un petit peu trop obscur, rassurez-vous, avec le temps, ça rentre très vite et c'est surtout la pratique ici qui vous aidera.
Donc retenez donc que cette structure-là, en gros, qu'est-ce qu'il fait? Bah, elle vous faire chier parce que vous allez très rarement pouvoir profiter de la tendance. C'est frustrant, mais il faut accepter. Par contre, vous pouvez ramasser les miettes derrière et généralement, la phase de fin de tendance de cette structure est très facile à naviguer. Autrement dit, le pullback ici est généralement très technique et très facilement tradable, ce qui fait que vous pouvez appliquer tout simplement votre stratégie de pullback. Et la seule différence, c'est qu'ici, bah, n'oubliez pas de récupérer vos profits et de recommencer l'expérience une deuxième fois avant d'envisager éventuellement une prise de profit totale, voire des stratégies de reverse pour ceux qui seront un petit peu plus expérimentés. L'erreur en gros à pas commettre ici, c'est d'être trop agressivement vendeur ici dans cette structure, puisqu'il va falloir y reprendre à 2 fois. Par contre, en général, ici, le reverse est très facile à trouver, puisqu'il s'agit donc de la concordance des signaux d'excès finaux. Ça tente des cassures, ça vient chercher des targets, etc. Mais en général, ici, on ne déborde pas le contexte. Par contre, on vient chercher la ligne de tendance constituée par les 2 sommets précédents, ou en tout cas proche de cette zone-là. Donc attention, la petite altération, dans la vague 1 étendue, l'excès final de la fin ne dépasse rarement le contexte. Il va généralement se trouver soit à l'intérieur du contexte, soit très proche de ce dernier, mais par contre quasiment toujours proche de la ligne de tendance. Donc on change de référent ici pour le parti reverse. Mais encore une fois, les reverse, c'est de la stratégie expérimentée, et on ne l'a même pas encore vu, mais notez-le pour plus tard. Voilà, la vague 5 étendue, qui est donc l'autre type d'altération ici, se caractérise souvent par l'effet inverse. Donc, comme on l'a vu, le premier, c'est souvent un manque de liquidité qui traduit une très rapide reprise des prix sur un niveau de support. La vague 5 étendue, c'est plutôt l'inverse. C'est de dire au contraire, c'est très spéculatif. Ça traîne la patte au début et boum, on envoie tout à la fin. Théoriquement, les cryptos adorent ça et c'est justement une altération de l'aspect spéculatif qui entraîne ça. Autrement dit, l'actif est très spéculé. Il y a beaucoup de gens qui anticipent, ce qui crée énormément de phases d'hésitation et de range. Et puis à la fin arrive la résultante. Vous avez eu raison, vous avez eu tort, mais d'un coup, tous ceux qui ont eu tort se font déchirer la gueule. Tous ceux qui ont eu raison se gavent de gains. Tout le monde essaye de rentrer dedans. Bref, FOMO wave, l'aspect spéculatif s'extrapolant donc au maximum de son potentiel sur la fin de la tendance, sur un schéma de vague 5 étendue. Ok ? Donc ce schéma-là, comment on le constitue, comment on le trade? Eh ben, c'est un peu la même chose, comme c'est une altération de la vague 3, la vague 3 étant la plus probable et la plus facile à anticiper, la vague 5, elle arrive avec ses problèmes. Le problème de la vague 5, c'est surtout qu'elle travaille énormément votre biais d'impatience. Parce que vous savez, vous voulez qu'il y ait une tendance qui arrive et en fait, on passe quasi 90% du temps à préparer cette tendance. Autrement dit, vous spéculez dans des ranges, ça broute, ça veut pas partir, putain, c'est incroyable. Et puis, bam, ça y est, ça part. Et en fait, en 10% du temps global de la tendance, s'extrapole une vague de FOMO complètement débile. Et là, le problème de cette vague-là, c'est qu'en plus de ça, il va falloir identifier vos zones de prise de profit, parce que la prise de profit va être super chiante à déclencher. Autrement dit, c'est très difficile d'arriver à avoir le point haut. Tout comme sur la vague 1 étendue, c'est super chiant d'arriver à choper le point bas, quasi impossible. Sur la vague 5 étendue, c'est quasi impossible de sortir tout en haut. Donc il va falloir vous faire pénitence sur ces structures-là quand vous les voyez, d'avoir des objectifs clairs et de ne pas tergiverser quand vous les atteignez. Quand vous atteignez l'objectif, pensez à déclencher vos prises de profit, au moins partielles, parce que le risque ici, c'est donc après le biais d'impatience, de se dire, bon mais j'ai tellement attendu, maintenant que ça bourre, je vais laisser le trade traîner. Eh ben non, dans ces structures-là, si vous laissez le trade traîner, en général, le pullback qui en suit derrière est hyper violent et il efface quasi 50% de la tendance, et ça vous fait très mal, et derrière, en plus, vous faites n'importe quoi, parce que volatilité égale les neurones partent en couille. Bref, c'est chiant à naviguer la vague 5 si on ne le fait pas correctement. Donc pensez bien qu'ici, il faut faire attention à l'aspect temporel qui va jouer beaucoup sur votre psychologie et surtout sur les phases préliminaires. Ici, en fait, comme vous avez raté le train, vous avez envie d'avoir de la tendance, mais il faut que vous soyez conscient qu'il ne reste plus grand-chose, qu'il faut récupérer les miettes. Dans la vague 5, la psychologie, c'est l'inverse. Vous allez vouloir de la tendance et vous allez devenir impatient, ce qui fait que vous allez vous surexposer dans ces structures-là. Ne le faites pas. Soyez patient. La tendance, si vous avez eu raison, finit toujours par arriver, que ce soit sous forme de vague 3 ou de vague 5. Ici, il faut juste faire attention à vos biais d'impatience. Maintenant, si on devait parler de la structure et donc de la façon dont nos différentes briques vont se mettre en place ici, l'altération qu'on va avoir, c'est donc le fait qu'on a un faux départ. En fait, ici, le départ est strictement le même. Il y a même parfois des petites accumulations qui se mettent en place là, qui vous laissent clairement à penser que la voie va s'ouvrir pour tout péter. Mais c'est relativement rare. Normalement, la différence avec cette structure, c'est justement qu'il n'y a pas d'accumulation qui se met en place. Vous avez l'impression que ça part un peu vite,
et puis ça s'arrête. Et c'est ça qui est assez typique de cette vague-là, c'est que la phase préparative, c'est ici, on pense que ça part, on commence à voir les premières cassures de cycle, bref, ça ressemble vraiment à de la tendance comme ici, et sauf que ça broute, et on voit un repli assez sensible. Et généralement, ce repli se met en place sur la même structure d'overlap que la vague 1 étendue. C'est pas 100% des cas, mais encore une fois, c'est quasi 90% des cas dans lesquels on a cet overlap. Ça met en place une structure quasi équivalente à votre pullback, c'est-à-dire un range mature, soit sur l'UT local, soit des fois sur l'UT inférieur, mais souvent sur l'UT local. On revient chercher le contexte acheteur ici. Okay, on constitue un range qui mature. Souvent, ici, justement, une accumulation va se mettre en place. Et là, boum, le breakout se met en place. On casse la ligne de tendance qui rejoint les deux précédents sommets. Et cette fois, on a des cassures de cycle. Et là, ça bourre. Là, ça part fort. Et effectivement, le problème, c'est qu'on a cet effet un peu FOMO, très psychologique, où comme le momentum est quasi parabolique, eh ben on n'a pas envie de prendre ses profits, on essaie d'essayer d'en tirer le maximum, et c'est l'erreur que commettent la plupart des gens, attendre le signal de baisse sur ces stratégies-là, alors que le signal de baisse, en fait, là, il arrive, boum, d'un coup, vous prenez une cartouche dans la tête, et beaucoup de vos gains s'en vont, et c'est là où on déclenche des prises de profit un peu n'importe comment, alors qu'il faut avoir un plan, et bien se dire que ces stratégies-là, normalement, visent un niveau de résistance équivalent, ou des extensions, ou en tout cas des niveaux psychologiques, comme des chiffres ronds, et quand on arrive sur ces zones-là, pensez à récupérer les profits et pas jouer le mariole. Voilà. C'est très compliqué évidemment, puisque donc là, à la suite de ce breakout, on a affaire à une structure de V-top. C'est-à-dire que derrière, la phase de range qui se met en place est brutale et le sommet ne sera pas revisité. Et on va constituer un range souvent très volatile à la suite de ces structures. Donc ici, soit vous cherchez à sortir plus près du top possible, mais avec un niveau clairement visible, soit vous attendez la chute et vous sortez sur la troisième borne de range, qui généralement vient faire un repli derrière. Mais soyez conscient que les structures sont généralement volatiles en correction sur ces machins-là, donc parfois les troisièmes bornes retracent très peu, bref, vous pouvez perdre pas mal de vos gains à attendre, entre guillemets, que la structure s'écroule sur elle-même. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour, donc on va essayer de résumer un petit peu tout ça. La vague 3, c'est clairement notre vague la plus typique, la plus probable. J'aurais beaucoup de mal à vous donner une probabilité ici pour vous dire c'est à peu près 75% des cas là, parce qu'en fait ça dépend surtout de l'actif. En fait, il y a des actifs qui font quasiment que des vagues 1 étendues, d'autres qui vont faire que des vagues 5, et d'autres pratiquement que des vagues 3. En tout cas, la répartition est souvent faite de ce stade-là. Il y en a une qui prédomine très largement sur un actif. Après, c'est le type d'actif. Et comme on l'a dit, c'est soit son aspect surspéculatif, soit son manque de liquidité, qui peut être donc soit ponctuel et qui va créer l'apparition de cette structure à l'intérieur d'un marché qui habituellement fait des troisièmes vagues. Et par l'inverse, on peut voir souvent des vagues 5 étendues à l'intérieur de structures qui font des vagues 3. Mais voilà, retenez cette chose-là. Normalement, un marché qui a une liquidité relativement modérée et un aspect de spéculation pareil, à peu près dans la norme, fait généralement de la vague 3 étendue. Des marchés beaucoup plus spéculatifs, les cryptos, certaines actions très spéculées, voilà, Tesla, machin, vous voyez, ces machins, ça bourre n'importe comment. Ça fait un peu des vagues 5 étendues et vous retrouverez effectivement, et ça traduit clairement qu'il y a un aspect très spéculatif du marché. Attention, ça ne veut pas dire que du coup tout va s'écrouler derrière, ça veut juste dire que la structure de ce marché est altérée par son aspect spéculatif. Ces anticipations très fortes, qui seront soit fondées, soit infondées, mais en tout cas elles sont très fortes et c'est clairement ce qu'on voit ici. La vague 1 étendue, comme on l'a dit, c'est vraiment le manque de liquidité. Un marché qui va limite s'écrouler très fort, flash crash, etc. Toutes ces structures-là se reprennent en vague 1 étendue. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on connaît actuellement à Wall Street en daily pour vous faire simplement la part belle. En conclusion, notez donc que si vous comprenez bien la structure de ces trucs-là, c'est lié à des altérations et certains marchés, comme par exemple le gold, etc., ont des fâcheuses tendances à avoir des vagues 5 étendues dues à leur aspect assez spéculé, en tout cas très apprécié des traders particuliers. Les cryptos, même chose, certains actifs très tradés par les particuliers, Tesla et compagnie, Apple, sont dans des structures très étendues sur la fin de leur tendance, elles sont très excessives. Attention par contre donc à ne pas confondre quand même la vague 5 étendue et les structures excessives. Par exemple, Apple ne constitue pas des vagues 5 étendues, c'est juste un marché en bulle. La bulle n'a rien à voir avec la vague 5 étendue. La vague 5 est juste une structure de tendance qui n'est pas pareille. D'accord ? Donc, ne pas considérer que vague 5 égale marché en excès. C'est souvent une part belle qui est faite. D'accord ? Mais retenez bien la structure. Un marché qui est en bulle est un marché qui part en quéquette et qui s'éloigne très loin de la valeur. Un marché en vague 5 étendue est simplement un marché
qui constituent des phases préparatrices de tendance très longues et qui s'extrapolent derrière par une phase très volatile. Mais normalement, une structure de tendance va simplement constituer un range derrière, mais conserver la valeur. Rappelez-vous, la tendance déplace la valeur du point A au point B, et normalement, la valeur réelle de l'actif est supposée suivre. Dans une bulle, on s'écarte de la valeur n'importe comment, et on essaye d'aller le plus loin possible. C'est un peu comme une version de vague 5 étendue dopée à la stamina. Et c'est un peu ce genre de truc. C'est un peu comme une vague 5 étendue qui part totalement en couille, en fait, hein, et quand l'aspect spéculatif l'emporte réellement sur la réalité. Maintenant, les bulles et tout ça, on fera une émission spécifique là-dessus un petit peu plus tard et probablement à la fin de la stratégie de tendance. Donc, toutes ces notions que je viens de vous introduire, vous les mettez dans un coin de votre tête, on les garde pour plus tard. Sur ce, c'est à peu près tout. Je pense qu'on peut passer à une conclusion. Ok, donc si je résume, ce qui est important ici de comprendre, c'est que nos structures d'altération de la tendance ne changent pas complètement le game. C'est simplement on prend les mêmes participants et on les fout dans un ordre différent. C'est comme un match de foot avec une structure un peu différente d'attaquants, défenseurs, machin. C'est la même chose. En gros, à partir du moment où vous avez compris comment fonctionne un pullback, une breakout, des divergences et ce genre de trucs et accumulation, on va juste, même joueur joue encore, mais pas dans le même ordre. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc on révolutionne pas tout. Comprenez que c'est dû à la structure de liquidité de l'actif que vous tradez et que n'oubliez pas, dans le temps, ces structures peuvent changer. Je vois beaucoup de gens, par exemple, pour vous donner un exemple très actuel aujourd'hui, alors qu'il ne sera peut-être pas quand vous regarderez cette vidéo, mais tout le monde part du principe que, par exemple, la bulle de 2018 du Bitcoin va se reproduire aujourd'hui. Que comme on a rangé pendant 2 ans, boum, on va tout exploser, on va partir à 100 000 parce que ce qu'on a fait en 2018, on va le refaire. Le marché a maturé, sa market cap aujourd'hui n'est pas du tout le même, sa liquidité n'a plus rien à voir et son aspect spéculatif peut clairement changer également. S'il y a un attrait hyper spéculatif sur le Bitcoin, c'est clair qu'il fera n'importe quoi comme en 2018. Mais si ce n'est pas le cas, sa liquidité aujourd'hui pourrait l'amener à avoir des structures beaucoup plus logiques, beaucoup plus rationnelles, peut-être plus de l'ordre de vague 3 étendue. Donc gardez ça dans un coin de votre tête, c'est hyper important, les choses se répètent, mais pas souvent de la même façon. Et là, ici, vous en avez un très bel exemple. Ces choses-là varient dans le temps, parce qu'encore une fois, si toutes les tendances étaient vague 3 étendue, on serait capable de prédire le marché, et comme c'est impossible, il y a toujours une part belle au risque, et là, vous en avez une très très belle. Donc apprenez que les structures de tendance sont un cadre dans lequel on essaye de faire rentrer le marché, elles n'expliquent en aucun cas le marché, et c'est très difficile de prévoir les différentes vagues. Retenez bien dans votre tête que la vague 1 étendue, c'est celle qui va vous faire le plus chier parce que c'est celle dont vous allez vouloir récolter les bénéfices, mais en soi, c'est quasi impossible de faire. L'altération vague 5 étendue, l'erreur number one, c'est l'impatience dans la structure de préparation et après de se laisser porter bêtement dans une vague 5 qui va être plus courte. Et on le sait clairement, elle va être étendue dans le temps, elle va durer quand même, mais on a cette envie de dire j'ai tellement attendu que je vais laisser courir les gains. Et en soi, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire, de chercher à tirer le maximum de cette tendance en vague 5 étendue, alors que vous savez pertinemment normalement qu'elle va se retourner de manière assez brutale. Voilà. Allez, sur ce, on a fait l'essentiel de tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Petit récap des différentes choses. N'oubliez pas encore une fois que s'il n'y a pas de tendance sur l'UT supérieur, vous laissez tomber toutes les stratégies de vague étendue. Sur ce, eh bien, écoutez, bonne journée à toutes et à tous. On se retrouve dans les émissions suivantes où, comme je vous l'ai dit, je vais vous intercaler toutes les petites choses que vous allez pouvoir mettre en place dans les stratégies en suivi de tendance sur les timeframes inférieurs. Bref, c'est comme ça qu'on maximise le rendement des tendances. On voit tout ça derrière. Bye bye!